Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, épisode 17, si je ne me trompe pas dans les chiffres comme d'habitude. Mais c'était quoi cet épisode en fait? On est où là en fait? Mais c'est quoi? Mais je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. J'ai pas cru les gens. On a dit Shibuya, vous êtes pas prêts. Ben effectivement, je n'étais pas prêt. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette magie noire là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En réalité, bon, on va en parler après. Là, je te tease. Hashtag teasing. Avant, il faut faire l'instant autre promo. Je rappelle que la campagne de précommande d'Isekaiera, mon light novel roman d'heroic fantasy illustré par Jigito, le bon Jigi. La campagne de précommande est en cours. À l'heure où je tourne cette introduction, on frôle les 200% d'objectifs atteints pour la campagne de précommande. Je suis très persuadé qu'on peut aller jusqu'à 300, 400, voire 500 même. J'en suis persuadé. D'ailleurs, on vous prépare quelques petites surprises autour de la campagne dans les jours, les semaines qui arrivent. Le lien est dans la description. Je vous pitch vite fait l'idée de départ. C'est deux Kaira de cité un peu bicraveurs sur les bords qui se retrouvent dans un isekai et qui vont tenter de monter un cartel de la drogue plutôt que de sauver la veuve et l'orphelin. Mais bien sûr, il va se passer tout un tas de carabistouilles. Voilà, donc, allez voir ça, la page est dans la description. Merci pour ceux qui précommanderont, ça fait plaisir. Et place à la review. Oui. Bon, qu'est-ce que c'est que cet arc, en fait? Qu'est-ce que c'est? En fait, l'arc, en lui-même, il va un peu dans tous les sens. Mais tous les sens dans lesquels il va, c'est génial. Tu vois ce que je veux dire? Je serais pas capable de là, tout de suite, à ce stade, je serais pas capable de te résumer c'est quoi l'arc Shibuya, en fait. Mais c'est peut-être pour ça qu'on vous a pas cru, les fans de Jujutsu Kaisen, parce que c'est pas facile à résumer. C'est comme résumer l'arc Chimera Ants. Ouais, je fais toujours la même comparaison. C'est comme essayer de résumer l'arc Chimera Ants à quelqu'un qui a jamais lu Hunter x Hunter. C'est pas possible, en fait. C'est trop abstrait, mais c'est trop génial. Oui. Donc, là, c'est très difficile de faire un résumé. Je pourrais même pas te dire exactement de quoi parle cet arc. Mais à chaque fois qu'on va quelque part, il se passe une dinguerie. Il se passe une dinguerie. Au début, tu vois, il y a Gojo, il va... D'abord, ça commence. Shibuya, hop, une grosse sphère, une grosse barrière occulte autour de Shibuya. Qu'est-ce qui se passe? Il y a que les exorcistes qui peuvent passer. Tu sens bien que c'est un piège. Mais ils disent, vas-y, c'est pas grave, on envoie Gojo, ça va être réglé en 2 secondes. Ils envoient Gojo. Et effectivement, le gars, il roule sur le game, il leur met une branlée monumentale. Mais, au dernier moment, il y a le ghetto qui se pointe, enfin, le faux ghetto qui se pointe, Gojo est scellé. Bon, bah, tu te dis, ok, c'est quoi ce bordel? Là on est plus bien, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis c'est pas grave, il y a Itadori, Megumi et tout qui arrivent dans le game, Nanami qui fait le méga daddy et le méga beau gosse qui met un coup de pression incroyable, tu te dis c'est bon, ils vont s'en sortir. En fait non, il reste encore des gros dingueries, ils se battent contre Cthulhu de Wish à un moment donné. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils vont se faire becter par des poissons. Et en fait, non. Il y a Megumi qui arrive, extension du territoire, mais en fait, non. Il y a Toji qui se pointe, qui est ressuscité parmi les morts parce qu'il y a eu un Edo Tensei. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Le gars est trop super cheaté, trop méga puissant. Il y a Jogo qui arrive, qui crame Nanami et la meuf. Tu te fais, mais qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête quand, en fait? Et boum, dans le même temps, il y a Sukuna qui est ressuscité. Tu fais, mais attends, mais... on est où, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça va s'arrêter quand? Et là, tu te dis, bon, c'est bon, Sukuna, il a éclaté Jogo. Voilà, tranquille. Non, non. Megumi qui arrive. Tiens, en fait, je vais invoquer l'un des plus grands fléaux qu'on n'a jamais réussi à maîtriser. Et démerdez-vous avec, quitte à crever, autant que vous emportez tous avec moi. Et là, on a encore une bataille de psychopathes. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Bon, faut quand même que je glisse un mot, là. Là, j'applaudis des deux mains pour les animateurs, parce que ils ont chi, apparemment, les animateurs de Jujutsu Kaisen. Alors, j'ai pas regardé dans les détails, mais apparemment, les gars, ils sont au bout du rouleau, ils arrêtent pas de faire des horaires pas possibles, ils taffent comme des chiens. Donc, Mappa, là, pour le coup, bon, vous nous régalez, mais quand même, vous abusez, ménagez vos animateurs, parce que les gars, ils bossent bien, en plus. En plus, les pauvres, ils se font chier. Et un épisode sur 2, tu vois des gens qui les insultent sur Twitter, ils reçoivent même des menaces et tout, mais tu te dis, mais c'est quoi ça? On est où, là, franchement? Alors que les gars, ils se donnent à fond, et là, en plus, il a dit qu'il y en a un animateur qui a dit sur Twitter qu'ils étaient très contents, lui et l'équipe d'animation, que l'épisode a été apprécié, parce qu'en réalité, ils sont tellement au bout du rouleau qu'en fait, l'épisode ressemble seulement à 30% de la vision initiale. C'est-à-dire, ça se voit un peu d'ailleurs par certaines séquences, on va en reparler, c'est-à-dire que les gars, ils t'ont fait ça alors qu'ils étaient déjà rincés. Imagine, ils auraient dormi un jour ou deux.
Imagine l'épisode qu'on se serait mangé en termes de visuel, en termes d'animation. Mais laisse tomber la dinguerie qu'on aurait mangé. C'est pour te dire. Donc Mappa, là, vous allez vous calmer. Faites un hiatus, c'est pas grave, on vous en voudra pas. Prenez une pause, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, même si vous voulez. Il y aura pas de souci, on sera là quand ça revient. Quand tu nous sers un truc comme ça, on peut attendre. Il y a pas de souci, encore une fois. C'est la même chose qu'on dit à Oda, c'est la même chose qu'on dit à Togashi. De toute façon, Togashi, on le subit un petit peu. Mais il y a pas pardon, il y a pas de problème. Il y a aucun souci. Pareil pour Zom 100, j'ai pas trop parlé, parce que pour ceux qui suivaient les reviews de Zom 100, très très bon animé, mais bon là, il y a eu 6 ou 7 épisodes, et ça fait 1 mois ou 2 qui sont en hiatus, parce que la production a pris du retard. Bon ben, c'est pas grave, prenez votre temps, il y a pas de souci, si derrière le poulet, bon, nous on sera là pour manger, il y a pas de souci, oui. Donc maintenant, on va quand même parler de l'animation et la mise en scène de l'épisode, qui est assez particulière, qui dénote un peu de ce qu'on a eu avant. C'était très très particulier, c'était assez psychédélique et assez un peu plus cauchemardesque. Alors autant l'épisode d'avant c'était cataclysmique, mais dans un sens spectaculaire, si tu veux. Là on est cataclysmique dans un sens un peu vision cauchemardesque. C'est-à-dire que là tu comprends que le drame de Shibuya, c'est pas Gojo qui se fait capturer, c'est ça en fait, le drame de Shibuya. C'est-à-dire que le gars il a buté combien de personnes? Il a buté 20 000 personnes à lui tout seul, facilement. Il a éclaté un quartier à lui tout seul. Enfin, ils ont éclaté à eux tout seuls en se battant. Et en fait, non seulement il y a eu des vagues, j'ai eu des vibes un petit peu Devilmanesques dans le combat, dans le côté un peu cryptique, le côté un peu, j'allais dire occulte, mais évidemment que c'est un peu occulte, mais le côté un peu crépusculaire. Ouais, je te sors des mots. Je me sens littéraire aujourd'hui. Il y a un côté fin du monde dans ce combat, il y a un côté cauchemar, il y a un côté on n'est plus sur Terre. On est en enfer, en fait. Là, c'est deux monstres qui se foutent sur la gueule, et les humains au milieu, c'est un truc qu'on voyait pas dans les épisodes jusqu'à présent, sauf vite fait les combats avec Gojo, parce que c'est le côté essayer d'épargner les civils faisait partie de la difficulté que rencontrait Gojo, mais après on ne voyait plus de civils, mis à part ça. Et là, on voit les civils, et là, du coup, en plus de voir le combat d'une manière un peu apocalyptique, il y a eu un côté un petit peu Man of Steel. Ça m'a rappelé Man of Steel. Parce que dans Man of Steel, le combat... Man of Steel, c'est un film que j'ai appris à apprécier avec les années. Au début, quand il est sorti, j'étais un peu... Ah, et puis au final, que tu le revois, tu fais... Ah, quand même, il aurait pu avoir des dingueries. Et c'était finalement très bien Man of Steel. Et en fait, on a ce rapport-là, en fait. C'est-à-dire qu'on voit plus le combat du point de vue des combattants, on le voit du point de vue des civils, ce qui les rend encore plus effrayants, encore plus dantesques, encore plus épiques. Quand Zod et Superman ils se foutent sur la gueule dans Man of Steel et que tu vois qu'ils traversent un immeuble, tu te dis mais ils ont forcément tué au moins 250 personnes juste en passant là. Quand il y a un immeuble qui se pète la gueule et que Zod il coupe un immeuble en deux avec sa vision thermique, tu fais wow, mais là c'est pas possible. Il y a combien de morts quoi. La ville est détruite. Et les gens ils sont là, ils peuvent rien faire. Et il y a un sentiment d'impuissance qui fait qu'en fait on regarde plus des personnages se battre, on regarde limite des dieux. Mais là, ce que c'est pas des dieux, c'est des dieux dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est des démons pour le coup, plus que des démons, des dieux démons. Je sais pas comment on dit les dieux maléfiques. Je sais pas s'il y a un mot pour ça, mais en tout cas, il y a un côté désespérant, effrayant, et en plus il y a plein d'éléments du combat. Donc les clés nous sont données à la fin, mais dans l'animation elle-même, il y a pas c'est pas un combat comme d'habitude. C'est pas genre, vas-y, je commente mes attaques pendant que je les fais. Il y a pas trop ça. Il y a toute une séquence où c'est limite silencieux et tu vois que la bagarre. En fait. Alors tu comprends vite fait qu'il se passe quelque chose et que l'autre il se régénère à peu près tout le temps, mais t'as que les clés à la fin où Sukuna fait ah d'accord, c'est comme ça que ton pouvoir marche. Il explique et là il le nique. Ça rime en plus. Et j'ai trouvé la démarche intéressante. Parce qu'au bout d'un moment, il y a trop, en fait. T'es là, mais ça va s'arrêter quand le carnage, en fait? Exactement. C'est la sensation qu'on a dans Man of Steel. Tu dis, le combat de Zod Superman, au bout d'un moment, il est trop long. Tu fais, mais arrêtez, vous butez tout le monde, là. En fait, t'es même pas en train de kiffer la scène d'action. Parce que tu te dis, mais le nombre de morts. Et là, tout le long de la séquence, j'étais comme ça, mais, la catastrophe qui est en train de se passer. Tu vois l'animation stylée, les gros coups de poing, les gros techniques de taillade et tout. Mais tu te dis, mais attends, mais... Je comprends pourquoi Toriyama, quand il fait les combats Dragon Ball, il fait viens, on va se battre là où il y a personne. Parce que comme ça, en fait, ton esprit est focus sur le combat, en fait. Parce que tu fais un combat, parce que là, on est clairement dans un combat Dragon Ball. Dragon Ball Z. Bon, après, je pense que Krillin one-shot Sukuna. Ouais, je l'ai dit, ouais. Je l'ai dit, ça a fait réagir en commentaire, c'est bon pour les stats. Mais, tu me mets un Goku Jiren dans une ville, mais la ville, elle n'existe plus, en fait.
Donc je comprends, parce que moi je pensais que c'était juste pour épargner des vies, mais c'est pas que ça. C'est parce que si tu fais un combat comme ça avec des pertes civiles autour qui sont gargantuesques, je suis pas sûr que ce soit le mot adopté, mais on s'en fout, qui sont apocalyptiques, bah en fait le focus il est plus sur le combat en lui-même, il est sur le nombre de victimes. T'es là, en fait t'es épouvanté, t'es plus impressionné, t'es épouvanté. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une des raisons pour laquelle Toriyama il fait ses combats, vas-y, il y a la nature, on s'en fout. Même si bon, je dis pas que la nature on s'en fout, mais t'as compris. Alors que là, le but de la scène justement, c'est le côté épouvantable, c'est le côté apocalyptique, et du coup, pendant tout le combat a l'air est méga stylé, mais on est quand même focalisé sur mais le nombre de morts qu'il y a. En fait, nous on pensait depuis 2-3 épisodes que le quartier était vidé. Non, 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 il y a plein de gens qui sont en train de se planquer sous des tables. La meuf qui fait non mais c'est bon, ça a l'air le plus gros a l'air d'être passé, on va s'en sortir. Et les ondes d'après, allez, allez, réduit en pixels. Parce que l'autre, il a balancé son méga attaque, son méga territoire. Tu fais, mais ça s'arrête quand, en fait? C'était assez génial. Oui. Donc là, ça me fait poser une question sur Sukuna. Bon, ça a sûrement été dit hein, dans le manga, mais encore une fois, je suis pas très au fait de tout ce qu'il y a eu dans le manga de la saison 1, tout ça. Mais tu te dis, mais comment ils ont fait pour l'arrêter la première fois, en fait? Comment ils ont fait pour sceller ce mec? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait? Parce que là, le gars... Ouais, tu te dis, tu sais, il y a 500 ans, je crois que c'était il y a 1000 ans ou 500 ans, bon, il galère parce qu'il se battait avec coups de katana, machin. Normalement, t'as tendance à te dire, aujourd'hui, l'ère moderne, le démon lui balance 2 missiles air-sol, je sais pas quoi, dans la tronche, l'affaire est réglée. Non, non, là non, là à un moment, il y a même un 747 qui s'explose et tout. Tu fais, ah ouais! Donc là, ouais, c'est vraiment une calamité, le gars. C'est vraiment une calamité. Comment ils vont s'en sortir face à un mec comme ça? N'importe quoi. Bref, sinon ce qui est intéressant, c'est apparemment le Sukuna aurait des plans pour Megumi. Bon, je vais pas faire genre que qu'est-ce que ça va être son plan, parce que malheureusement, grâce à l'ère des réseaux sociaux, je suis complètement spoilé, pas dans le détail, mais dans les gros événements de la suite. Donc ça c'est intéressant hein, de voir qu'il préchote des trucs. Le gars a une vision. Voilà, le gars c'est pas juste un taré qui arrive et qui bute tout le monde, c'est un gars qui a une vision, qui a un plan, et qui va optimiser sa résurrection, si tu veux. Donc ça, je trouve ça très intéressant, le fait que, vas-y, je fais mon territoire qui a pas de limite, mais le rayon d'action va être de 200 mètres, je vais le réduire un petit peu, comme ça le petit Megumi il va pas crever. Voilà, hop, je vais affronter le démon pour pas que Megumi meure, il faut que je le sauve. Donc là, il lui sauve la vie, en fait. Donc ça va être assez intéressant, ça va être hyper intéressant aussi du point de vue d'Itadori hein, qui se réveille et qui fait ah merde j'ai fait ça. Même si c'est pas lui qui a fait ça, mais quelque part c'est un peu lui qui a fait ça parce qu'il a tous les souvenirs. Tu vois le gars qui désespère, ça c'est un héros de shonen que j'aime bien ce genre de délire, c'est que le mec qui désespère il fait vas-y non mais tuez-moi parce que là c'est plus possible, je vais pas pouvoir supporter. Ce qui vient de se passer c'est horrible, je peux pas vivre avec ça, j'ai tué tous ces gens, même si c'est pas lui qui l'a fait, mais c'est un peu lui quand même. Le gars est au bord du désespoir, tu te dis vas-y tuez-moi, je veux mourir. Normalement c'est le truc qu'un personnage, qu'un héros de shonen ne dit jamais. Jamais il abandonne. Jamais il fait genre vas-y tuez-moi, faut qu'on en finisse. Jamais t'entendras Naruto dire ça. Peut-être qu'il l'a dit. Non, il l'a jamais dit. Par exemple. Jamais tu verras un Luffy dire ça. Jamais tu verras un Goku dire ça. Bah Goku il a pas besoin, il se suicide tout seul pour sauver le monde. Mais là c'est vraiment... Bref, t'as compris. Et lui il abandonne. Donc on dit... Vas-y, il est détruit psychologiquement. Et puis en fait la scène d'après il fait non. Il se relève et fait non. Avec regard déterminé avec un trait qui ressemble énormément à celui du mangaka de base, qui rappelle énormément Gon quand il se transforme en adulte, hein, le côté un peu crayonné, dessiné, à la fois un peu sans émotion, mais en même temps tu comprends que le sans émotion cache une énorme émotion. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez très bien le plan que je veux dire de Gon, pour ceux qui connaissent Hunter x Hunter, Hunter, pardon, vous voyez très bien quel plan je veux dire, avec la petite larme une fois qu'il est adulte et qu'il regarde Killua en mode... tu sais, j'ai tout donné, je vais tout vous défoncer, c'est mort, tu vois. On a un peu le même sentiment avec le dernier plan de Yuji, et il fait non, il faut que je sauve, voilà, là, parce que c'est ça, hein, son vœu à Yuji, sa motivation, c'est de sauver un maximum de gens possible, et de transformer la malédiction de Sukuna quelque part en bénédiction, et d'utiliser ce pouvoir pour faire le plus de bien possible autour de lui, et là, il se rend coupable de la mort de milliers de personnes. Donc il dit non, il faut que là j'ai échoué
il faut que ce sacrifice, enfin que ces morts aient un sens. Et pour donner un sens à ces morts, il faut que je réussisse à sauver encore des gens. Faut pas que j'abandonne maintenant, sinon ces morts n'auront aucun sens et je serai vraiment un assassin de ne pas avoir donné un sens à ces morts. Et ça, je trouve ça super intéressant, encore une fois. C'est-à-dire qu'on est face à un héros qui est presque brisé, mais qui refuse d'être brisé, en fait. Mais vraiment au sens le plus intime. C'est pas genre, vas-y, je vais pas réaliser mon rêve, j'ai pas ce qu'il faut pour devenir Hokage, c'est non, genre là, il s'est passé une véritable dinguerie. Là, j'ai un poids sur les épaules incroyable. Là, j'ai une vraie culpabilité sur les épaules. Il faut que je me rachète. Même si c'est pas moi qui l'ai fait directement, il faut que je rachète ça. Il faut que je donne un sens à ce drame. Et je trouve ça, encore une fois, très intéressant et plutôt bienvenu. Voilà. Parce que j'ai vu souvent qu'on disait que Itadori, c'était pas vraiment le personnage principal de Jujutsu Kaisen. Une thématique comme ça... Si, et pareil, je sais pas comment ça va se passer pour Megumi, mais il y a un délire comme ça aussi, parce que Megumi, il aurait dû crever. Et il a pas crevé. Et finalement, il est un peu directement aussi responsable de ce qui s'est passé. Parce que c'est lui qui a invoqué le méga général démoniaque, là. Makora, un truc comme ça. C'est lui qui l'a invoqué, donc il est directement impliqué, directement responsable aussi de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc je suis très curieux de voir la suite, comment tout ça va se dépatouiller, parce qu'en tout cas, je trouve ça intéressant, je trouve que ça prend vraiment aux tripes, je trouve ça assez génial. Là, on voit que Jujutsu Kaisen prend réellement son envol. Première saison, je l'avais dit, hein, c'était très sympa, il y avait un petit côté les gentils sont pas que gentils, que j'aimais bien, mais ça restait un truc avec une organisation qui chasse des démons, un truc qu'on a déjà vu 150 fois, notamment dans les dernières années. Là, pour le coup, ça commence vraiment, selon moi, à avoir une vraie identité, un vrai délire, et ce délire me plaît beaucoup. Alors, ça ressemble énormément, selon moi, encore une fois, à Hunter x Hunter, mais je veux dire, c'est pas dégueulasse. Quand on compare Hunter x Hunter, c'est un gage de qualité. C'est une lettre de noblesse. Moi, si un jour je fais un manga et qu'on me dit, tiens, ça ressemble à Hunter x Hunter, je fais, ah, merci, ça fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc un très très bon épisode, évidemment la petite scène post-générique avec Nanami qui s'est transformée en mi-homme mi-merguez. Bon, on va voir comment ils vont gérer cette scène-là, parce que oui, je l'ai déjà vu en manga pour le coup, cette scène-là. Donc très curieux de voir comment ça va être réinterprété en manga. Jusqu'à présent, l'animé sublime vraiment le manga, hein. Donc ça fait plaisir. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. C'était une régalade absolue, j'en veux plus. Heureusement que c'est une longue saison de 24 ou 28 épisodes, parce que là, en 12 épisodes, on n'aurait pas été rassasiés. Donc continuez comme ça. Prenez le temps quand même de ménager vos animateurs, ce qui font un boulot remarquable pour le coup. Voilà. Même si, ouais, j'en ai pas parlé, mais on voit qu'il y a certaines séquences qui auraient pu être peaufinées, hein, surtout vers la fin quand il se fait éclater de Makora. J'espère que c'est Makora, c'est un truc comme ça. Donc, tu sens que c'est vraiment, vas-y, on n'a pas le temps, faut aller vite. Il y a des séquences où tu le sens. Ça fonctionne quand même, mais il y a des séquences où tu sens que ça aurait mérité un peu de fignolage, mais ils ont pas eu le temps, et donc on va pas leur jeter la pierre, parce qu'ils font un travail extrêmement compliqué dans des conditions pas simples du tout. Donc Mappa, faites pas les cons, laissez-les faire une petite pause, s'il vous plaît. Oui. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous laisse la chance de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. À très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos, et que la passion vous guide. Oui.